Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Nous ouvrons la séance. Je rappelle que cette séance n'est pas ouverte au public en raison du contexte sanitaire, qu'elle est retransmise sur Internet, comme à l'accoutumée. Et nous allons désigner notre secrétaire de séance. Je vous propose la Benjamine de notre Assemblée, qui est toujours, je pense, Lucie Barziza. Est-ce que vous acceptez que ce soit elle qui soit notre secrétaire de séance? Merci. Vous faites l'appel. Abono Sébastien, absent excusé, donne pouvoir à Mandy Graillon. Asport Sophie. Balguerie Rollet Catherine. Barziza Lucie présente. Birovallon Paul. Bonnet Dominique. Mandat à Nicolas Poucas. Bono Guy, absent excusé. Bouillard Fabien, absent excusé, donne pouvoir à Nathalie Maki Heim. Cardini Eva. De Carolis Patrick. Présent. De Causan Claire, absent excusé, donne pouvoir à Sophie Asport. De Bicky Olivier, absent excusé. De la Negra Séverine, absent excusé. Faring Janine. Favier Françoise. Ferrand Cossia Marie-Amélie. Gilles Christian. Girard Cyril. Graillon Andy. Guy Gagny, absent excusé, donne pouvoir à Marie-Rose L'Excellent. Humbert Frédéric, absent excusé, donne pouvoir à Mandy Graillon. Jaco Rémy. Jalabert Jean-Michel. Poucas Nicolas. Lofré Christophe. Logier Cérizani Sibylle, absent excusé, donne pouvoir à Marie-Amélie Ferrand-Cossia. L'Excellent Marie-Rose. Limousin Lucien, absent excusé, donne pouvoir à Roland Portela. Maki Heim Nathalie. Madeleine Clotilde, absent excusé, donne pouvoir à Valérie Martel-Mourgue. Martel-Mourgue Valérie. Martinez Olga, absent excusé. Mégalidi Raphaël, absent excusé, donne pouvoir à Hervé Mistral. Messonnier Serge, absent excusé, donne pouvoir à Marie-Amélie Ferrand-Cossia. Mistral Hervé. Navarro Michel. Ouvrard Max. Pams Françoise. Ponce Laurie. Portela Roland. Kex Gérard. Raphaël Mohamed. Raviol Pierre. Souk Eric. Merci beaucoup pour cet appel. Avant de commencer l'examen des différents points et des différentes délibérations, je souhaiterais que nous rendions un hommage à notre collègue disparu récemment, Roland Chassin. Roland Chassin qui était un homme de terroir et de tradition, mais c'était le maire emblématique d'une ville qui nous est chère sur notre territoire. C'était un homme qui avait un engagement total pour sa ville et la Camargue, notre terroir. Et si vous en êtes d'accord, nous allons faire une minute de silence en sa mémoire. Nous avons dans le dossier que nous avons tous reçu le compte-rendu de la séance précédente. Y a-t-il sur ce compte-rendu du 16 décembre 2020 des remarques ou des modifications, des précisions que vous souhaitiez apporter? Il n'y en a pas, nous considérons donc qu'il est adopté. Le dossier que vous avez reçu comprend également les décisions
que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil. Y a-t-il des précisions que vous souhaitiez obtenir sur ces décisions? Non. Je vous en remercie. Préalablement donc à l'examen des différents points, vous avez reçu sur table la délibération numéro 8 concernant la dotation de solidarité communautaire 2021. En fait, il y a dans celle que vous aviez reçue précédemment, dans le rapport complet, une petite erreur sur le tableau de cette délibération. Donc, la fiche qui vous est transmise sur table ce matin vient en substitution de celle que vous avez reçue. On vous en expliquera tout à l'heure la petite confusion, petite erreur sur le tableau. Rien de grave sur la compréhension en tout cas de cette délibération. D'autre part, vous savez que cette séance fera l'objet de discussions autour du rapport d'orientation budgétaire qui vous sera présenté à partir d'un PowerPoint. Là aussi, le PowerPoint a dû vous être envoyé, mais avec une communication, un horaire du conseil qui était de 11h. On ne sait pas comment cette erreur a pu se glisser dans l'envoi de ce PowerPoint, mais veuillez en tout cas en excuser son auteur. Enfin, je tiens à vous faire part de l'information suivante qui concerne la mise à disposition de Madame Marine Baudry, qui, comme vous le savez, est agent d'ACCM au sein des services municipaux arlésiens, afin de pourvoir au remplacement de Madame Roosweg, dont le poste est vacant depuis le 1er octobre 2020, et Marine Baudry occupera donc un poste de directrice générale adjointe en charge de l'éducation, du social et des sports, et cela en cohérence avec son profil de cadre opérationnel et expérimenté sur un secteur particulièrement impacté par, vous le savez, la crise sanitaire. Et dans l'attente, j'allais l'oublier, d'une évolution prochaine de l'organisation de nos services, eh bien, il a été demandé à Lionel Do, directeur général adjoint d'ACCM, de prendre le relais des fonctions occupées précédemment par Madame Marine Baudry, et je l'en remercie. En point numéro 1, nous devons modifier la composition du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de notre communauté Arles-Croix-Camargue-Montagnette. En effet, suite au décès de M. Chassin, il convient de désigner par application du code électoral Mme Françoise Favier comme conseillère communautaire titulaire, ainsi que sa suppléante Mme Sylvie Féline. Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir acter la modification de la composition du conseil communautaire de la communauté d'agglomération ACCM. Il n'y a pas de vote donc pour ce point-là, mais je vous demande donc d'acter cette décision. Et bienvenue donc officiellement à ce poste-là. La délibération suivante concerne l'élection de 2 représentants d'ACCM au groupement de commandes pour la réalisation d'une étude préalable à la modernisation d'un centre de tri pour les collectivités du bassin Vauclusio-Rhodanien, et je demande à Madame Mandy Gralion de vous présenter cette délibération numéro 2. Merci Monsieur le Président. Lors du dernier conseil d'agglomération en décembre, nous avions délibéré pour adhérer à l'association de réflexion sur les déchets ménagers et assimilés du bassin Vauclusio-Rhodanien. Donc nous avons rejoint un groupement de commandes à cette occasion-là pour la réalisation d'une étude préalable à la modernisation d'un centre de tri pour les collectivités de l'ensemble du bassin. Et donc il s'agit aujourd'hui de désigner 2 représentants d'ACCM, un titulaire et un suppléant, pour siéger dans ce groupement de commandes. Alors, j'ai reçu la candidature au poste de titulaire pour l'instant de M. Rémi Jacot. Y a-t-il d'autres candidats? Donc, si vous en êtes d'accord, on considère que M. Jacot devient titulaire. Au candidat de poste de suppléant, j'ai reçu pour l'instant la candidature de M. Gérard Kex. Y a-t-il d'autres candidats? Non, on considère donc qu'ils sont tous les deux, en tant que titulaires et suppléments,
désignés. Merci pour eux. La délibération suivante concerne la présentation du rapport 2020 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et je vais demander à Madame Laurie Ponce de porter cette délibération. Oui. Merci Monsieur le Président. Au sein de la communauté de communes Arlcro-Camargue-Montagnette, nous ne notons pas de disparité en termes de carrière. Concernant les chefs de service, nous avons une majorité de femmes ainsi que dans l'administratif. Nous notons une large majorité d'hommes dans les services techniques, ce qui s'explique par le transfert de compétences des déchets ménagers et assimilés du fait de la migration d'agents exclusivement masculins. En ce qui concerne les salaires, les grilles de référence sont bien évidemment les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Le rapport fait état de la politique des ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À cet effet, il reprend les données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, tel que prévu par l'article 51 de la loi numéro 2012-347 du 12 mars 2012. Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Merci. Y a-t-il des questions, des précisions que vous souhaitiez avoir sur ce rapport? Non. Bien, on considère donc qu'il est acté. Qui s'abstient? Qui est contre ce rapport? Non. Donc on le considère comme acté. Je vous en remercie. La délibération suivante, elle porte sur notre rapport qui concerne la situation de développement durable de notre communauté, et je vais demander à Madame Catherine Balguéry-Rollet de nous en faire part. Merci Monsieur le Président. Vu l'article 255 de la loi numéro du 17 juin 2011 et la circulaire du 3 août 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités territoriales, considérant également qu'au terme du décret numéro 2011-687 du 17 juin 2011, les communes et les établissements de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants doivent réaliser un rapport développement durable qui doit être présenté à l'Assemblée délibérante préalablement au vote du budget. Le rapport est basé sur le guide méthodologique élaboré par les services de l'État. Il est attendu que le rapport présente un bilan des politiques publiques, orientations et programmes mis en œuvre par l'établissement public sur son territoire, ainsi qu'un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes au regard des 5 finalités constitutives d'un objectif de développement durable tel que mentionné au 3 de l'article L110.1 du Code de l'environnement, à savoir lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère, préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources, cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations, épanouissement de tous les êtres humains, dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Il faut également souligner, et ça je vous le soumets avant effectivement de prendre acte, que le rapport de développement durable ne traite pas seulement de l'environnement, puisqu'il s'appuie sur 3 piliers, social, économique et environnemental, qu'il est également régi par de très nombreux textes réglementaires, dispositifs et niveaux de gouvernance. Au 1er janvier 2020, l'eau et l'assainissement ainsi que la gestion des eaux pluviales sont devenues des compétences obligatoires, si bien que la CCM a dû choisir 2 nouvelles compétences dites optionnelles. Le choix s'est porté sur l'action sociale d'intérêt communautaire, la protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise à la demande d'énergie. À partir de ces 3 items, cette nouvelle compétence permettra de structurer et de dynamiser une politique transversale en matière de développement durable et d'éco-responsabilité en articulation avec d'autres dispositifs ou textes réglementaires. Il s'agira de reprendre, prolonger et renforcer les actions communales existantes, d'homogénéiser les actions à l'échelle intercommunale, de favoriser la coordination et la déclinaison des objectifs fixés par le SRADET, schéma d'aménagement et de développement durable à l'échelle de la région,
ou encore dans le cadre du PCAET, dont l'élaboration sera transférée prochainement au PETR dans le cadre d'une gestion globale et optimale à l'échelle de l'agglomération. Ce rapport 2020 est donc l'occasion de relancer une dynamique en matière de développement durable délaissée depuis 2018, au vu des actions déjà menées et de celles envisagées pour les années à venir. Je vous demande donc de bien vouloir prendre acte de ce rapport et vous remercie. Merci Catherine. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Gérard. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Je me permets quelques remarques sur le rapport qui date évidemment de 2020, donc qui est le rapport de l'an dernier. Je suis très content de voir que dans ces rapports aujourd'hui on adopte un vocabulaire qui semble aller de l'avant, de même que la perception de l'environnement et des enjeux climatiques de biodiversité a changé, mais je ne voudrais pas que ça reste de beaux discours et uniquement de belles paroles. Je trouve que le diagnostic qu'on trouve dans ce rapport est relativement incomplet et qu'il offre une lecture partielle et de fait tronquée d'une certaine réalité et qu'il fixe, difficile de se fixer, je pense, des objectifs à moyen terme, puisque j'imagine que la base de ce rapport doit servir à tracer les grandes politiques de demain. Donc difficile de se fixer autre chose que des objectifs généraux sans un bilan complet que nous aurions pu partager. Si je lis la partie consacrée à la pollution et au bilan carbone et son impact sur le réchauffement climatique, je note des efforts faits dans la réduction des dépenses d'énergie sur les bâtiments à de nombreux niveaux, mais manque des éléments importants sur on va dire, deux sources principales de pollution qui sont moins sur Arles et j'imagine sur le reste du territoire, que peuvent être par exemple l'agriculture, on l'a vu dans un récent rapport, et le transport, qui sont responsables en grande partie des émissions de gaz à effet de serre qui ont un impact indéniable sur le climat. Ce bilan pourrait être corrélé aussi avec d'autres informations, comme par exemple la consommation de foncier agricole et d'espaces naturels. Et ce bilan reste inefficace si on n'analyse pas aussi le modèle de développement économique qu'on va choisir et son impact sur l'environnement au regard de l'ensemble de la chaîne économique. L'axe 2, objectif 7, porte un beau discours et des espoirs sur le développement économique, mais la réalité, quand on l'analyse, est tout autre. Je prends l'exemple sur notre territoire du développement, on va dire, des grandes enseignes de grande distribution et de la logistique. Nous avons assisté au développement inédit de la logistique sur notre territoire et notamment en Accro. L'Accro, c'est un écosystème unique au monde, dont 80% de la superficie a déjà disparu. Sa protection est un enjeu patrimonial national et international avec des espèces uniques au monde. Mais c'est aussi un enjeu stratégique quand on sait que 70% de la nappe phréatique de Crau est alimentée par les activités agricoles. La logistique est un modèle économique qu'on peut critiquer, peu d'emplois créés par rapport à la surface gigantesque exploitée, des emplois majoritairement sous-payés et un recours systématique à l'intérim. La logistique de demain, c'est toujours plus d'automatisation. L'ambition des grands groupes comme Amazon, leader sur le marché, c'est des hangars 100% automatisés. Alors on peut s'extasier du nombre d'emplois créés en valeur absolue, mais en tant que politique, il nous appartient d'avoir une vision qui dépasse le court terme et anticiper sur ce que sera la logistique demain. Si on regarde par le passé, pour combien de hangars de grandes enseignes, je prends par exemple Ikea, Maison du Monde, combien de petites entreprises de menuiserie ont disparu sur le territoire français, c'est 25% des PME qui ont disparu en 30 ans sur ce secteur. Des activités qui alimentaient aussi d'autres métiers, la foresterie, le bûcheronnage et j'en passe. Pour un grand magasin de sport qui travaille avec des logisticiens, combien de petits magasins d'équipements sportifs de centre-ville et de petites PME ont disparu. Pour des grands groupes qui pratiquent l'optimisation fiscale comme modèle économique, on peut voir aujourd'hui dans les grandes surfaces qu'il y a quasiment plus de caissières et uniquement des jeunes en emploi précaire qui alimentent des rayons de ces magasins. Ces aménagements participent à l'équation « un emploi créé en détruit 5 ». Donc axer notre modèle économique là-dessus, c'est se tirer une balle dans le pied. Délocalisation, politique agressive sur les prix d'achat des exploitants agricoles, destruction des terres agricoles et des terres naturelles qui stockent du carbone. Le vrai prix de la logistique et des grands groupes de distribution en termes de développement économique, c'est celui-ci. Et sans parler du bilan carbone d'un produit fabriqué dans des conditions sociales et environnementales au rabais et qui arrive déjà chez nous après avoir parcouru 11 000 km. Enfin, le corollaire de tout ça, quand on sait que la zone de Saint-Martin-de-Crau est située à côté d'une voie de chemin de fer, c'est que quasiment aucun hangar n'est embranché.
Et la multiplication du nombre de camions nous oblige aujourd'hui à imaginer la construction d'une autoroute qui va elle-même détruire des dizaines d'hectares de biodiversité, de terres agricoles nourricières et d'espaces naturels qui stockent du carbone pour espérer la multiplication par 3 du nombre de conteneurs en provenance des quais du GPM. Sur le chapitre consacré à la biodiversité, je remarque qu'il n'y a aucun élément sur les espaces menacés par la destruction directe, l'étalement des villes ou des activités industrielles agricoles polluantes qui peuvent avoir un impact sur notre biodiversité. On parle de tourisme, de valorisation, de produits comme si la nature n'était considérée que sous l'angle unique de ce qu'elle peut apporter en termes de retombées économiques directes. Il est grand temps de changer de logiciel. La biodiversité ne peut pas être considérée uniquement en termes de richesse touristique, car elle engage tout un cortège de services écosystémiques, qualité de l'air, stockage de CO2, épuration des eaux de surface, lutte contre les inondations, et en dehors de ces services, l'effondrement de la biodiversité est une crise majeure qui handicape la survie des générations futures. C'est un patrimoine que nous avons le devoir de protéger pour sa valeur intrinsèque et parce que son effondrement entraîne notre effondrement avec elle. De nombreux secteurs économiques, comme la petite pêche côtière, passent par une gestion durable des écosystèmes. Si l'on peut reconstruire une ville, un bâtiment, changer d'avis sur l'aménagement, on ne peut ramener des espèces disparues. Les impacts que nous en subirons aujourd'hui sont irréversibles. Concernant les déchets, on peut aussi faire la même critique sur l'angle pris par ce rapport. L'impact de notre modèle en termes de production de déchets n'est jamais traité. On évoque la qualité de l'eau, sciences traite des stations d'épuration et de lutte contre le gaspillage. Il n'y a rien sur des éléments importants, préserver la qualité des eaux de surface et préserver les espaces naturels qui filtrent cette eau et alimentent les nappes. On peut décliner sur l'ensemble des thèmes traités. On ne peut nier qu'il y a des progrès énormes dans le vocabulaire et peut-être dans les autres ambitions, une volonté de faire toujours plus, mais les grands enjeux, les grands impacts, ce qui impacte le plus notre environnement et notre qualité de vie sont volontairement occultés. C'est ceux qui ont évidemment le plus d'impact, comme je le disais. Tel qu'il est présenté, ce rapport nous laisse entendre que les choses vont de mieux en mieux, mais dans la réalité, tous les indicateurs, que ce soit sur le changement climatique, sur l'effondrement de la biodiversité, tous les indicateurs nous disent que les choses ne font qu'empirer, le compte n'y aime pas et nous ne sommes pas à la hauteur. Nous sommes dans une spirale écocide, plus écocide que n'importe quel autre système. Et une spirale qui n'apporte même ni la prospérité économique qu'on pourrait en attendre. Si c'était d'ailleurs une solution, nos chiffres sur le chômage seraient bien supérieurs, bien inférieurs à ceux de la moyenne nationale, et ce n'est pas le cas. Donc, il va nous falloir faire des choix, comme le choix du consommateur qui privilégie d'acheter et de donner son argent à tel producteur, faire le choix dans l'accueil des entreprises et peut-être considérer, au lieu de considérer à chaque fois un nombre, on va dire, global d'emplois créés directement, avoir un regard un petit peu plus large sur le modèle économique des entreprises que nous accueillons. Notre territoire est un bijou. Nous avons en miniature un laboratoire, un concentré de tous les grands enjeux liés au développement durable, une biodiversité foisonnante, internationalement reconnue, des terres agricoles riches et diversifiées, un savoir-faire dans différents domaines et un patrimoine culturel exceptionnel. Nous avons tous les atouts pour réussir la nécessaire transition écologique. Nous pourrions être un laboratoire vivant de cette transition, un exemple. Ce qui est possible ici encore plus qu'ailleurs. Donc je vous encourage et je nous encourage dans le futur à prendre la vraie mesure de ces enjeux. Surtout, on va dire, au regard de l'actualité, je pense, il est évident que la crise Covid qui nous paralyse depuis un an est peut-être qu'une des premières crises majeures à laquelle nous allons faire face, et il est temps vraiment d'intégrer ces enjeux de manière sérieuse, optimiste et vivante sur notre territoire. Merci. Merci, Monsieur Girard. Je vais vous rassurer, le développement durable est au cœur vraiment de notre développement à venir sur notre territoire. Permettez-moi de citer quelques exemples de notre action de nos actions que nous avons déjà engagées et qui vont un petit peu éclairer votre propos. L'année 2021, donc l'année en cours, sera marquée par une politique que l'on peut qualifier d'ambitieuse dans le domaine des mobilités, que cela soit avec une ligne équipée de véhicules 100% électriques à partir du printemps, donc de cette année, en centre-ville, en Arles. La finalisation d'une étude relative à l'élaboration d'un schéma directeur cyclable sur l'ensemble de notre agglomération, ou encore le lancement de l'étude du pôle d'échange multimodal d'Arles, favorisant le rapport modal, et notre collègue
Marie-Amélie Ferrancossia pourrait en parler mieux que quiconque. L'agglomération va travailler également sur deux leviers qui sont extrêmement importants pour le développement durable, qui est le traitement des déchets. D'abord en travaillant sur la revalorisation des déchets agricoles, la paille de riz, la canne de Camargue, les tiges de tournesol, les algues, etc. Et puis ensuite sur la modernisation et je dirais la remise aux normes des déchetteries de notre territoire. Nous en avons 8, notre territoire intercommunal, et la création d'une nouvelle déchetterie en zone nord d'Arles. Puis pour l'année en cours, l'année 2021, donc la CCM va également lancer des travaux de sécurisation du canal de la Haute-Crau. Vous en avez parlé. Et cela pour le volet irrigation agricole qui permettront d'importantes économies d'eau. Vous savez que la première tranche de ces travaux se monte à 6,5 millions et que l'investissement de la CCM dans ces travaux est de l'ordre du prix du million, 900 000 euros, 20% du budget global. Enfin, pour limiter, vous l'avez évoqué également, la pollution, une étude a été lancée en 2021 pour repenser la nationale 113 en lien avec le futur contournement autoroutier, et cela pour essayer d'amoindrir les répercussions sur la santé, sur le bruit, etc. Enfin, vous connaissez tout ce dossier. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'action et on a pris à bras le corps cette notion de développement durable, même si nous avons à cœur également de développer l'économie de notre territoire. Mais nous ne pouvons le faire qu'en respectant certaines règles, en respectant l'environnement, en respectant la nature, et que nous sommes autant, sinon plus, mobilisés que vous, Monsieur Gérard, sur ce domaine-là. Je crois que Monsieur Raffaille avait souhaité prendre la parole. Oui, ça va mieux. Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Moi, sur ce rapport, il est assez satisfaisant sur la mobilisation, en tout cas, de l'ancienne mandature ACCM. La CCM, c'est une collectivité parmi tant d'autres. Elle n'a pas tous les pouvoirs, toutes les compétences, mais je crois qu'elle fait ce qu'elle doit faire dans un territoire qui s'appelle le Pays d'Arles, parce que tous les projets plan climat, énergie territoriale ont été portés par le Pays d'Arles. Et je le rappelle, notre collègue Pierre Vétière, sur l'ancienne mandature, qu'il a porté à haut niveau, qu'on a été agréé par l'État sur notamment de l'isolation thermique sur des équipements publics à travers des appels à projets de certaines et de beaucoup de communes. Moi, je rappelle que la transition écologique, elle nous concerne tous, les uns et les autres, que le climat nous concerne tous, les uns et les autres. Il y a des chemins à prendre, mais le territoire du Pays d'Arles, je crois qu'en termes de biodiversité, on n'a pas à rougir. Nous avons 2 parcs naturels régionaux, nous avons celui de Camargue, celui des Alpes, nous avons des réserves et nationales et régionales. Je crois que cette sensibilité à l'environnement, elle est claire, elle est décidée sur ce territoire. Mais en même temps, il faudrait aujourd'hui mobiliser les populations par rapport à cette réalité territoriale. Et je crois que le tourisme, qui est un outil en tout cas économique aujourd'hui, il y a plein de projets qui vont émerger, notamment les sorties ornithologiques, puisqu'il y a un projet qui a été validé à travers et la CCM et les offices du tourisme qui part du Haut-de-France jusque dans le sud à valoriser justement ces visites ornithologiques pour essayer de sensibiliser les populations, mais en même temps, il y a un tourisme qui existe, qui est là, qui peut aussi, ça veut dire qu'on fait du tourisme respectueux, on n'a pas besoin de concentrer notre activité touristique sur les 2 mois de l'été. Bien sûr qu'il faut le faire avec des grands festivals, des grands événements, mais toute l'année, notre territoire est donné à voir, est donné à comprendre, est donné à respecter. Donc c'est ce travail-là. En termes d'économie, bien sûr que la CCM, de par ses compétences, peut très bien travailler sur la partie mobilité. Je crois que ça se fait, l'ancienne mandature l'a fait aussi. Voilà. Aujourd'hui, je comprends qu'il faudrait un monde idéal. Mais ce monde idéal, moi je le veux bien, je le signe de suite. Il y a une réalité. En fait, on est un peu comme le pays aujourd'hui, qu'on traverse une crise sanitaire, et cette crise sanitaire, c'est soit on enferme tout le monde, soit on essaye quand même de sauver l'économie. C'est cet équilibre en permanence qu'il faut essayer de tenir, dire ne pas
en tout cas la maladie, qu'elle ne progresse pas, et de l'autre côté que la vie économique continue. C'est ce pari, je pense, du plan climat dans l'avenir, mais l'économie, bien sûr, qu'elle doit être revue, ça s'appelle une transition, tout simplement. Et je constate que, et je le dis sincèrement, que vous pouvez balader dans la région et dans le pays d'Arles n'a pas à rougir déjà de cette préservation. Aujourd'hui, il faut juste le valoriser de manière économique et respectueuse. Et quand il y a 15-20 ans, il fallait trouver du foncier pour le port de Marseille, pour le port de Fos, moi je veux bien remercier Saint-Martin-de-Crau qui a eu le nez en tout cas d'avoir gardé du foncier et permis à de nombreuses familles d'avoir un emploi. Qui dit un emploi, ça veut dire une dignité, ça veut dire aussi une maison, ça veut dire un appartement, ça veut dire des enfants pour aller à l'école, une vie de n'importe quel citoyen. Alors peut-être que ce n'est pas des métiers extraordinaires, en attendant de nombreuses familles, ça leur permet de vivre. Bien sûr qu'il faut aller aussi vers la transition, mais je pense que ces plateformes logistiques ont été faites dans les règles de l'art, avec des règles de l'État qui sont quand même l'adréal, et que tout ne s'est pas fait comme ça. Alors si aujourd'hui il y a d'autres projets économiques, je crois que c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, nous sommes partants pour réfléchir et continuer en tout cas à se poser des questions sur l'économie en lien avec l'environnement et le plan climat. C'est le pari que doit nous offrir en tout cas cet avenir prochain. Merci. Merci, M. Raphaël. Oui, on va passer la parole à M. Girard, et puis après tu répondras. Juste pour préciser mon propos, si je parle du passé et ce qui a fait, le passé, on ne va pas le refaire. Donc, mon but, c'est pas de se sentir agressé par ce que je peux dire. On peut revenir sur le modèle économique. Effectivement, on a tous envie que tout le monde ait un emploi et on est forcé de constater que ce modèle-là ne le permet pas. Donc, moi, je veux bien sauver cette économie-là, mais finalement, le bilan est assez catastrophique. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis assez optimiste quand je vois ce qui est programmé, le changement de vocabulaire dans les documents d'objectifs qui est opéré aujourd'hui. Mais ce que je dis, c'est que ce rapport-là ne permet pas de tirer des diagnostics et des bilans partagés en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'émissions de gaz qui génèrent du changement climatique. On est incapable de dire sur notre territoire, on génère ça. Sur notre territoire, on a des espaces de stockage agricole et des espaces naturels qui stockent du carbone et ils sont menacés par ça. Ce rapport, avec tout ce qu'il a d'enthousiasmant à certains aspects, ne permet pas de tirer un bilan général global qui peut nous permettre d'entamer la transition. Il y a plein de choses qui se font, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas les outils, il me semble, pour mesurer l'impact global et l'impact qu'aura d'ailleurs toutes les choses qu'on va faire. Madame l'excellence, vous souhaitez prendre la parole? Oui, moi je voulais parler au nom de Saint-Martin-de-Crau. Merci M. Raphaël, d'ailleurs, il a souligné. La zone logistique, les zones artisanales, tout ça, induisent quand même 12 000 emplois, il faut le savoir. Et 95% de notre territoire est protégé, soit en Natura 2000, soit en agriculture. Donc on ne peut pas dire qu'on a abusé entre la ville et les zones. Nous n'avons que 5%. Voilà, je voulais préciser cela. Merci. Nous allons donc passer, non pas au vote, parce qu'il ne faut pas voter cette délibération, mais nous allons prendre acte du débat qui s'est produit. Vous en êtes tous d'accord? On considère donc que ce débat a eu lieu. Je remercie encore Mme Catherine Balguedi-Rollet de nous avoir présenté ce rapport. Nous passons... Pardon. Oui, mais c'est ce que je viens de faire. Alors, je veux bien qu'on refasse qui est contre la tenue de ce débat, qui est pour la tenue de ce débat. Donc ce débat a bien eu lieu. Voilà. Comme précédemment sur le rapport homme-femme. Il n'y a pas eu de débat d'ailleurs. Nous sommes tous d'accord. Nous allons passer donc... Je ne sais plus, ben répète. Oui, c'est 1200 emplois qu'il y a. Voilà, c'est déjà pas mal. Nous passons au point numéro 5. Marie-Rose, tu vas garder la parole puisque tu portes cette délibération qui concerne la désignation d'un vice-président. Alors, bonjour à tous. D'abord, je ne sais pas si j'ai dit bonjour. Le président de la communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette est habilité à recevoir et à authentifier en vue de leur publication au fichier immobilier les actes administratifs de constitution de certitude. Il ne peut être destinataire de l'acte authentique en la forme administrative, puisque c'est un pouvoir propre,
les signataires de l'acte administratif, les conventions amiables par exemple. De fait, il est nécessaire de désigner un vice-président représentant ACCM et de son remplaçant en cas d'empêchement pour la signature des actes administratifs de constitution de servitude qui seront authentifiés en la forme administrative. Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir autoriser moi-même, en ma qualité de première vice-présidente, à signer les actes administratifs de constitution de servitude qui seront authentifiés par le président en la forme administrative et au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération Arles-Crocamarque-Montagnette. Et deuxièmement, d'autoriser M. Lucien Limousin, en sa qualité de second vice-président, à signer les actes administratifs de constitution de servitude qui seront authentifiés par le président en la forme administrative et au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération Arles-Crocamarque-Montagnette, en cas d'empêchement de Madame Marie-Rose de l'Excellent, première vice-présidente. Voilà, comme on dit, c'est ceinture et bretelles. Qui est contre? Qui s'abstient? Est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons à présent passer au débat d'orientation concernant le rapport d'orientation budgétaire 2021. Ce rapport d'orientation budgétaire intervient dans un contexte incertain compte tenu des effets considérables, vous le savez, de la pandémie de la Covid-19, avec des effets encore difficilement mesurables aujourd'hui sur l'impact notamment de nos économies respectives en tant que communes et donc agglomérations. C'est donc dans une situation un peu inédite que la nouvelle gouvernance de l'agglomération Arles-Crocamarque-Montagnette présente donc aujourd'hui son premier rapport d'orientation budgétaire qui se veut à la fois maîtrisé et ambitieux. Maîtrisé et ambitieux à la fois sur la méthode et sur les perspectives. Alors sur la méthode, eh bien, parce que malgré des délais extrêmement contraints, extrêmement courts, eh bien, des améliorations notables ont été réalisées avec beaucoup de temps d'échange, notamment des temps d'échange où chaque vice-président a pu ainsi donner ses orientations, et puis sur les perspectives, parce que ce rapport a été principalement construit dans le but de renforcer notre capacité à investir, et à investir pour les années à venir. Madame l'Excellent le présentera en détail le cap stratégique d'augmenter les dépenses d'investissement sera tenu avec une hausse de plus de 9% pour l'année 2021. Donc ces orientations budgétaires dont on va prendre connaissance seront pour nous le socle d'un budget primitif 21 de transition qui actera à la fois notre volonté d'agir tout en prenant en compte la situation financière fragile de l'agglomération et des incertitudes sanitaires que j'ai évoquées précédemment. Ici, nous sommes dans le volontarisme avec un cap des investissements et des investissements sur 2021 qui sont en nette hausse. Nous sommes aussi dans la gestion avec une ambition de reconstituer de la marge pour assurer l'avenir, comme c'est le cas avec une hausse de l'épargne nette et de l'épargne brute dont vous allez prendre connaissance, hausse qui nous permettra à terme de relancer et de façon plus large l'investissement pour l'intercommunalité, ce qui est notre objectif aujourd'hui. Voilà, je cède pour le détail de ce rapport d'orientation budgétaire la parole à Madame la première vice-présidente, Madame l'Excellent. La tenue d'un débat sur les orientations budgétaires dans les 2 mois qui précèdent le vote des budgets primitifs est un préalable obligatoire. Pour permettre aux élus de disposer des informations nécessaires visant à instaurer une discussion au sein de l'Assemblée délibérante, un rapport sur les orientations budgétaires de la communauté d'agglomération leur a été transmis avec la convocation pour le conseil communautaire. Ce rapport expose les éléments d'information qui sont imposés par les textes. Donc, je vais vous
nous avons fait un résumé, bien sûr, hein, puisque vous l'avez eu, sur des pas d'orientation. Ensuite, il pourra y avoir discussion et questions posées. Les personnes qui sont en charge de certains sujets pourront répondre aussi. Donc, nous allons commencer. Donc, le rapport d'orientation budgétaire 2021. Les indicateurs macroéconomiques reflètent les conséquences de la crise sanitaire dure. Ainsi, si le taux de croissance 2021 est prévu à hauteur de 5%, le taux de chômage devrait augmenter de plus de 2 points pour atteindre 10,7%. L'année 2021 est une étape importante dans la réforme de la fiscalité locale. Pour notre agglomération, le principal impact sera la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Elle sera compensée dans notre budget par une fraction de la TVA nationale. Le montant 2021, équivalent à la taxe d'habitation 2020, sera garanti par l'État. Deuxièmement, la seconde réforme structurante est la diminution de moitié de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Celle-ci concerne essentiellement les régions dont la CVAE est supprimée et remplacée par une part de TVA également. Concernant l'extension facultative à 3 ans de l'exonération de contribution économique territoriale, vous avez les détails dans l'Europe. Notre agglomération, en tout cas, ne s'est pas encore positionnée sur ce sujet. La situation économique actuelle nous appelle à adopter une stratégie budgétaire prudente. Notre objectif est de pouvoir investir sur le territoire. Or, pour pouvoir investir, il nous faut dégager de l'épargne brute. En effet, l'épargne brute permet, premièrement, de rembourser la dette et deuxièmement, d'autofinancer une partie des dépenses d'investissement. Enfin, pour dégager de l'épargne brute, il nous faut maîtriser l'évolution des dépenses de fonctionnement en raison de l'incertitude sur le niveau de nos recettes fiscales à venir. Pour répondre aux enjeux de notre territoire, il nous faut orienter nos efforts sur 3 axes. Premièrement, il s'agit de l'attractivité vis-à-vis des entreprises, mais également de la possibilité d'offrir du foncier économique et de soutien au tourisme qui occupe une place importante dans notre agglomération. Le deuxième axe fort passe par le renouvellement urbain pour la cohésion du territoire et la gestion des déchets. Enfin, nos actions devront intégrer la transition écologique, comme pour la gestion de l'eau et la prévention des risques, mais aussi pour les questions de mobilité urbaine sur le territoire. L'analyse rétrospective. Attention, les niveaux d'épargne sont calculés sur la base des comptes administratifs. Après une année 2017 avec des niveaux d'épargne négatifs, la situation s'est peu à peu rétablie, mais elle reste encore fragile. Si l'épargne brute est revenue à son niveau de 2016, dans le même temps, le niveau de la dette a doublé. Concernant l'analyse des résultats des clôtures de comptes administratifs 2020, le solde consolidé des 8 budgets présente un excédent de 3,8 millions et un emprunt de 1,5 million a été inscrit comptablement en 2020 au budget principal. Budget primitif 2021, budget principal et les recettes. Concernant les orientations budgétaires du budget principal pour 2021, le niveau des recettes anticipées est maintenu à hauteur du budget primitif précédent par mesure de prudence à 82 millions d'euros. Aucune hausse de taux de fiscalité ou des tarifs n'est prévue en 2021. Le budget primitif dans 2021, les recettes fiscales représentent 78% du total des recettes réelles de fonctionnement. Les effets de la crise sur le niveau des recettes pourraient se faire ressentir en 2022 et on observe que la fraction de TVA prend le relais de la taxe d'habitation sur les résidences principales.
Alors, sur le budget primitif 21, budget principal, les dépenses. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, le budget 2021 devrait s'inscrire en légère diminution par rapport au budget précédent, sous réserve que les participations demandées par les syndicats ne soient pas revues à la hausse. Autre point important, le montant de la dotation de solidarité communautaire reversée aux communes est maintenu à hauteur de 4 millions d'euros. Dépenses d'investissement, toujours. Sur le budget principal, l'agglomération souhaite maintenir un bon niveau d'investissement. Une enveloppe de 13,5 millions est prévue en 2021 au budget principal. Les budgets annexes. Le budget annexe des transports urbains se situera dans une enveloppe globale de 10,6 millions. Il n'est pas prévu de hausse de taux de versement de mobilité. Anciennement, c'est le versement des transports. Le versement des transports, le versement de mobilité est payé par les entreprises qui comptent au moins 11 salariés. Le niveau de recette attendu est de 4,3 millions. La subvention d'équilibre du budget principal devrait être de 3,3 millions. Les budgets annexes de l'eau potable et de l'assainissement seront en diminution en fonctionnement par rapport au budget précédent sur la base des estimations du délégataire. Dans le cadre de l'harmonisation du prix de l'eau, le tarif moyen des redevances progressera de 1,3 en 2021. En investissement, les crédits ouverts seront supérieurs au montant des travaux réalisés en 2020. Et le budget d'assainissement pourra nécessiter de recourir à l'emprunt si les taux de réalisation étaient proches de 100%. Budget annexe toujours. Les budgets annexes des aménagements des zones devraient représenter une enveloppe globale de travaux de 3,5 millions. Pour les papeteries Étienne, les travaux seront financés à 50% par des subventions de l'État, de la région et des départements. Les premiers versements devraient intervenir fin 2021 ou en 2022. Pour la partie prospective financière sur 2021-2023 au budget principal, dans le cadre de la prospective financière du budget principal, le niveau de l'épargne brute est stabilisé à hauteur de 3 millions d'euros. Cette prévision est satisfaisante car ce niveau d'épargne permettra de rembourser chaque année le capital de la dette et de dégager de l'autofinancement pour financer l'investissement. Prospective financière au budget principal, donc elle est établie sur la période 2021-2023 et anticipe le programme d'investissement de 38 millions d'euros 4. Le financement de ce plan d'investissement se fait par nos ressources propres à 17% et les subventions reçues pour 32% et l'emprunt pour 51%. Si le budget principal, grâce au maintien de l'épargne brute à hauteur de 3 millions d'euros, le ratio de désendettement est maintenu dans la limite des 10 ans. Cela signifie que l'agglomération pourrait rembourser la totalité de sa dette en 10 ans si elle n'investissait pas. L'encours de dette consolidé de l'agglomération est de 36,3 millions au 1er janvier 2021. À 96%, les emprunts ont été contractualisés à taux fixe. Le stock ne comprend aucun produit structuré à risque. 100% de la dette est sûre. Les points clés à retenir, une situation économique qui va impacter nos finances, des orientations budgétaires tournées vers les axes prioritaires d'ACCM, des efforts sur la gestion pour maintenir un bon niveau d'épargne brute, un programme d'investissement de 38 millions d'euros sur 3 ans et un endettement maîtrisé avec le ratio de désendettement limité à 10 ans. Pour l'essentiel des axes prioritaires de l'agglomération en 2021, il tourne autour de plusieurs thématiques. Renforcer l'attractivité du territoire, aménager le territoire pour améliorer le cadre de vie, rendre le territoire exemplaire par la transition écologique.
Renforcer l'attractivité du territoire, comment? En créant des conditions d'un meilleur accueil des entreprises et en réalisant des opérations d'aménagement au service du développement économique et promouvoir le tourisme. Il faut également aménager le territoire pour améliorer le cadre de vie en optimisant la gestion des déchets, en accélérant le mouvement urbain et en garantissant la cohésion du territoire. Et ensuite, il faut rendre le territoire exemplaire par la transition écologique, c'est-à-dire faciliter la mobilité sur le territoire, assurer une bonne gestion de la ressource en eau et prévenir les risques majeurs. Voilà, moi j'ai fini. Si des personnes veulent poser des questions, voilà. Ou réagir. Réagir, Monsieur Koukas. Voilà. Merci. Bonjour à tous et je voudrais d'abord remercier Marie-Rose L'Excellent pour cette présentation de ce rapport d'orientation budgétaire qui, comme vous l'avez dit, s'inscrit dans un contexte particulier. D'abord, la crise sanitaire qui est dure, touche bon nombre de collectivités, bon nombre de départements, de régions et les communautés d'agglomération ne sont pas non plus épargnées. Et puis un contexte également particulier du fait de l'évolution de la réglementation et notamment de la suppression de la taxe d'habitation. Bien sûr, les différents gouvernements ont essayé de rassurer les élus locaux. On a une perspective sur les prochaines années, mais je crois qu'il faudra être très attentif aussi à cette suppression de la taxe d'habitation parce qu'elle avait certes un certain nombre de points positifs, des points négatifs, puisque les habitants vont être ravis de ne plus la payer, mais c'était aussi un moyen fort important pour les collectivités pour toucher sur l'investissement. Et donc dans ce contexte particulier, vous l'avez dit, je crois que le rôle d'une communauté d'agglomération, eh bien, c'est d'être utile pour la vie quotidienne des habitants et de leur avenir. C'est ce qui a toujours été le cas ici sur ce territoire depuis les années 2000. J'en profite d'ailleurs pour saluer Claude Vulpian, le président, qui avait des perspectives pour l'avenir qui étaient quasi similaires. Le rapport que vous avez présenté aujourd'hui ressemble fortement au rapport budgétaire que nous présentions durant les années précédentes. Et donc on est dans la continuité. C'est un avantage pour les communautés d'agglomération parce qu'elles permettent de faire siéger autour de la table forcément des élus qui n'ont pas la même obédience politique, mais qui sont censés se retrouver sur l'essentiel. Et c'est en ce sens un point positif des communautés d'agglomération. Malgré tout, vous l'avez dit, la vigilance est de mise par rapport aux difficultés financières que pourrait et qu'a d'ailleurs rencontré la communauté d'agglo, parce que dans le passé, nous avions été concernés bien sûr par la baisse des engagements de l'État via la DGF, et qu'en parallèle aussi, et c'est un point négatif, c'est que l'État a souhaité transférer aussi aux communautés d'agglomération beaucoup de compétences. Ça avait parfois des avantages, c'était parfois plus compliqué. On le voit d'ailleurs avec la dernière taxe qui avait été imposée aux collectivités, qui est la taxe GEMAPI, qui permet, c'est vrai, dans sa définition de tendre vers la protection contre les inondations, mais je persiste et je signe, je crois que tout ce qui touche à la protection contre les inondations devrait relever de la solidarité nationale, parce qu'on transfère aussi aux collectivités qui se retrouvent parfois dans une impossibilité faite par les structures de gestion des grands bassins de pouvoir équilibrer leur budget. Et on voit d'ailleurs les difficultés du CIMADREM, et j'ai avec moi le courrier, à la fois le courrier du préfet de l'an dernier et puis un courrier plus récent qui soutient bien sûr l'ensemble des élus qui se battent pour qu'on puisse donner des moyens à la fois aux syndicats et aux structures de gestion des grands bassins et qu'on puisse surtout, vis-à-vis d'un outil aussi important que le CIMADREM qui avait été créé par Michel Rosel, faire en sorte que les grandes collectivités, et notamment la région, puissent avoir un regard plus que positif sur ce point-là. Sur les axes prioritaires, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce sont vraiment les grands axes prioritaires qui étaient présentés depuis plusieurs années par Claude Vulpian. J'aurai moi en tout cas, et les élus arlésiens qui sont à mes côtés, plus d'éléments d'informations concernant les points que vous avez évoqués, notamment sur les opérations d'aménagement et les papeteries Étienne, qui sont un site formidable et sur lequel nous avions là aussi des projets depuis fort longtemps.
nous sommes rassurés puisque vous avez annoncé, Madame le maire, que nous aurons 50% de subventions qui seront versées par l'État, par la région, mais on veut savoir pour quel projet. Il y avait des projets bien définis par l'ancienne mandature. Nous voudrions savoir, et je me tourne plus vers le président de la communauté d'Aglo pour qu'il puisse nous expliquer quel est le projet de reconversion des friches industrielles, puisque c'est écrit en l'état, et que bon nombre d'acteurs que nous avons rencontrés encore au cours des dernières semaines, comme les rencontres photos, comme Ilotopie ou d'autres structures, ont besoin aussi, comme nous d'ailleurs, de pouvoir savoir vers quelle direction nous allons, surtout sur un site aussi prestigieux que celui-ci. On sait que sur Arles, le foncier est relativement faible et que les rares poches qui nous permettent d'intervenir sont à la fois sur les papeteries Étienne et puis aussi quelques autres zones. Ça, c'était un choix. C'est pour ça que j'en reviens, et je suis tout à fait d'accord avec vous, sur les choix politiques qui avaient été faits depuis 30 ans et puis 20 ans par tous les maires qui ont siégé dans cette communauté d'Aglo. On avait dit que Arles, on se tournait vers la culture, le tourisme et le patrimoine. Saint-Martin, c'était des zones tournées sur l'économie et la logistique, comme d'ailleurs Tarascon avec le tourisme. Et puis les Sainte-Marie-de-la-Mer, ça permettait aussi d'avoir ce partage de compétences et de répartition sur le territoire. Donc, pour revenir au papeterie Étienne, voilà, nous aurions des questions sur la reconversion de cette friche, puisque ça relève de la communauté d'agglomération. Donc, on a besoin de savoir. Sur les autres points et les autres axes prioritaires, vous l'avez évoqué sur les déchets, vous annoncez une autre déchetterie, c'était déjà le cas. Claude Vulpian et Patrick Chauvin s'étaient engagés, d'ailleurs, on avait eu quelques problèmes, puisque les réunions publiques concernant l'installation de la déchetterie en zone nord étant organisées quelques semaines avant le premier tour des élections municipales, vous imaginez bien que le débat avait été fort, notamment auprès des populations. Donc c'était déjà inscrit au budget l'année dernière, c'est une bonne chose. Il faut maintenant tendre à trouver le lieu adéquat pour faire cet investissement qui est important. Vous évoquez, ou en tout cas dans le rapport d'orientation budgétaire, il est évoqué qu'il est important de faire de la propreté une priorité dans les quartiers, notamment politique de la ville. Donc là aussi, j'ai une question précise. On sait que des choix avaient été faits concernant les politiques de propreté dans les quartiers prioritaires et on avait confié à une entreprise d'insertion qui s'appelle Regard le choix, la capacité d'intervenir. Donc voilà, on voulait aussi avoir des précisions sur cette partie-là. Je me félicite que dans le rapport d'orientation budgétaire, nous ayons enfin trouvé le lieu pour l'aire d'accueil des gens du voyage, puisque j'ai lu que ce serait à Saint-Martin-de-Croix et je voulais vraiment vous remercier, Madame l'Excellent, parce que ça fait des années qu'on avait des difficultés à trouver ce lieu. Donc je crois que la communauté et toutes les associations qui travaillent sur ces sujets depuis fort longtemps seront ravis d'entendre que l'aire d'accueil a enfin trouvé un lieu. Il fallait nous conforter à la loi et nous étions dans l'obligation de pouvoir trouver une solution. Sur l'aspect transition, je crois que Mohamed Rafa et Cyril Girard ont dit l'essentiel tout à l'heure. Vous parlez d'une nouvelle desserte de bus, donc ça nécessitera, je suppose, de revoir le contrat avec Transdev, puisqu'il est prévu, lorsqu'on crée de nouvelles dessertes, systématiquement de revoir avec le délégataire la capacité de pouvoir augmenter le nombre d'arrêts et de dessertes de bus. Assez brièvement, je ne veux pas être très long, mais on a besoin, et je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui sur ce territoire, d'investissements qui soient structurants pour tout le territoire de la communauté d'agglomération, mais je dirais, et surtout pour la ville d'Arles. Et je crois que tous les élus arlésiens qui se sont succédés dans ce conseil communautaire ont parfois à des degrés différents, avec des postures différentes, parfois des attitudes différentes, dit quasiment la même chose. La ville d'Arles est la ville-centre et elle doit mériter aussi toute la capacité de pouvoir demain investir à des pourcentages tout à fait normaux, des politiques, j'allais dire, ambitieuses. Donc on a besoin d'une solidarité communautaire et c'est vrai que tout à l'heure Mohamed Rafa et Cyril Girard l'ont dit, que d'un côté la zone logistique de Saint-Martin participe aussi, il faut le dire, activement à la richesse financière de notre communauté d'agglomération, c'est une réalité, mais encore une fois parce que c'était des choix partagés à un moment précis du calendrier politique. Par contre, la difficulté, et qu'on partage tous en tout cas, je l'espère, c'est la question de subventions de solidarité aux communes,
puisque c'est là où on a le moins de marge de manœuvre. On est bien souvent, et jusqu'à l'année dernière d'ailleurs, on était bien souvent obligé d'emprunter pour financer l'aide aux communes. C'est pour ça que je parle vraiment de politique globale de la communauté d'agglomération pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que je voudrais dire que ce rapport d'orientation budgétaire s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qui a été fait au préalable, et c'est vraiment des éléments positifs, que nous allons être attentifs au prochain budget qui sera présenté dans quelques semaines, avec un espoir, c'est d'arriver à temps, en tout cas pour les prochaines années, que la communauté d'agglomération soit un véritable outil de projet structurant aussi, puisqu'on, vous l'avez dit, les dépenses d'investissement s'élèveront à des degrés quasi similaires aux années précédentes, 13,5 millions d'euros, mais qu'on a aussi besoin de la communauté d'agglomération, comme c'est le cas dans d'autres territoires. Vous prenez l'exemple de territoires qui sont plus ou moins près de nous. La communauté d'agglo est aussi un outil qui permet de dégager des outils vraiment structurants pour le territoire, et notamment pour la ville-centre. Donc on sera vraiment attentif à tous ces éléments. Et je voulais vous remercier, Madame l'Excellent, pour cette présentation qui était claire, limpide, et qui permet d'avoir des espoirs pour les prochaines années, en ayant un regard particulier, et ce sera le rôle des élus arlésiens, je l'espère, que la ville-centre ne soit pas oubliée. Je remercie aussi le président de la communauté d'agglomération. Soyez rassurés, je vous voyais sourire, Monsieur le Président, comme c'était Madame l'Excellent qui présentait ce rapport et qu'elle l'a fait de manière claire, précise. Je tenais à lui dire que nous avons des rapports avec Madame le maire qui sont excellents depuis fort longtemps. Merci. Merci, Monsieur Koukas. Tu veux reprendre la parole? Non, je rebondirai sur un des points que vous avez développé, Monsieur Koukas, concernant les papeteries, qui me semble être un point crucial, important, à la fois pour la CCM, puisque c'est la CCM qui porte ce projet, mais aussi pour la ville-centre, Arles. Sur les papeteries, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, c'est certes un site emblématique, mais c'est un site qui est soumis à une réglementation avec les crues, et donc nous avons engagé ces derniers mois, et hier encore, j'étais en réunion avec Madame la sous-préfète pour réviser la réglementation sur cet espace des papeteries, parce que en fonction de la dimension de la zone RH, qui est aujourd'hui à 250 mètres et qui pourrait demain être diminuée soit à 100 mètres, soit à 50 mètres, enfin on l'espère, et bien ça change la nature de l'entreprise qui pourrait, ou des entreprises qui pourraient venir sur cette zone. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes. Nous avons beaucoup de demandes d'entreprises, qu'elles soient arlésiennes ou extérieures à notre territoire, et nous sommes pour l'instant extrêmement justement prudents pour savoir exactement quelle est, non pas la philosophie d'ensemble de ce nouveau quartier qui pourrait être mis en place, mais surtout pour savoir la nature des entreprises que nous pourrions accueillir. Voilà, donc nous sommes soumis à cette réglementation. Cette réglementation va, j'en ai la conviction, sinon l'assurance, mais en tout cas la conviction que nous allons pouvoir avoir une souplesse dans la réglementation, dès lors que le CIMADREM, et là je me tourne vers le président du CIMADREM, est-il là? Oui, il est là, nous aura certifié la qualité du travail qui a été fait sur les digues, parce que c'est le point de départ. Il faut qu'on authentifie la qualité intrinsèque de ce travail-là pour pouvoir après faire une déclinaison de la réglementation qui va découler, et après, en troisièmement, nous permettre, nous, d'installer des entreprises qui correspondent à cette réglementation. Donc, M. Koukas, nous avons pris à bras-le-corps ce dossier des papeteries. Il nous préoccupe tous les jours, parce que c'est un poumon futur économique
pour nos entreprises, pour Arles. Je suis extrêmement attentif au développement et au devenir des rencontres de la photo, où nous allons pérenniser leur présence non seulement sur ce site, mais bien sûr sur Arles dans son ensemble. Très, je dirais, à l'écoute du pôle patrimoine, économie, culture et patrimoine qui avait été pressenti pour rejoindre ce site. J'y suis moi-même favorable, je l'ai dit, mais tout dépendra un petit peu des conditions que l'on peut avoir sur ce site. Et puis il y a un autre facteur, c'est que nous allons pouvoir d'ici 24 déposer des permis de construire sur une superficie de 16 000 m². Mais là aussi, c'est conditionné à la nature de la réglementation qui nous sera imposée. Donc vous voyez, ce sont des briques qui vont se mettre en place naturellement, mais nous sommes en train de faire modifier cette réglementation. C'est l'affaire de quelques mois. Je l'espère, courant de l'année, nous aurons solutionné l'avenir des papeteries. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Monsieur Rabiol. S'il vous plaît, bon, Monsieur le Président, concernant le Cimadrem, donc, nous pouvons assurer la solidité de nos digues. Le seul souci qui nous manque à aujourd'hui, et Dieu sait si ça fait 4 ou 5 ou 6 fois d'ailleurs que nous écrivons, nous avons le raccordement entre l'autoroute et les digues du Petit Rhône, le raccordement entre les digues et l'ancienne voie ferrée aussi, 10 mètres, que nous assurons puisque nous avons fait le raccordement, mais il nous manque, mais je pense que dans les prochains jours ça va arriver, il nous manque la signature des autoroutes pour confirmer, c'est tout ce qui nous manque. Donc la SNCF, ça y est, c'est prêt. Il nous manque la signature des autoroutes, mais nous allons, par contre, on peut vous assurer, et on vous l'écrira, que nos digues sont correctement construites. Merci. Oui, peut-être. J'ai pas compris. Les déchets. Qui veut, je comprends. Vous voulez prendre la parole? Il y a des questions sur... Sur les déchetteries, hein, vous avez posé des questions sur les déchetteries et les déchets. Parce que... vous l'avez évoqué dans votre propos, oui, mais sachez qu'on va sans forcément travailler... poser de questions. J'ai dit juste que j'étais inscrit pour une nouvelle déchetterie, et comme c'était déjà le cas l'année prochaine, il faut trouver le lieu, c'est compliqué de trouver le lieu, parce que je sais que l'année dernière, lorsque Patrick Chauvin et Claude Vulpian s'étaient rassemblés, avaient trouvé le lieu sur le quartier du Trébon, on avait une levée du bouclier des riverains, bon, voilà. Donc il faut soyons très vigilants sur l'installation, quand nous le saurons, je suis sûr que vous le saurez aussi, pas de... Voilà. C'était justement là-dessus que je voulais répondre, puisque le lieu est trouvé. Vous avez la parole. Voilà. D'accord, c'est bien ce que j'avais compris, donc vous avez la parole. Donc évidemment le lieu est trouvé, puisque ça fait quand même 7 mois qu'on est ici et que ce besoin, ça fait des années qu'il est présent sur le territoire, donc le lieu est effectivement trouvé. Les négociations sont en cours de finalisation avec le propriétaire. Quand vous dites que c'était déjà inscrit au budget de l'année dernière, je trouve que c'est un peu... Parce que comme vous le dites, le projet a été arrêté parce qu'à quelques mois des élections, c'était un peu trop compliqué de porter une telle décision, sachant qu'il y avait des riverains de votre projet, du projet de l'ancienne mandature en tout cas, qui contestaient cet emplacement. Donc aujourd'hui, c'est évidemment pas cet emplacement qui a été retenu, c'est une autre option qui d'ailleurs à l'époque avait été proposée aux élus et n'avait pas été retenue. Donc je voulais simplement dire qu'on est dans la phase finale, puisque comme vous le savez, l'impératif aujourd'hui c'est de commencer les travaux sur la déchetterie de Trinquetaille, qui est en très mauvais état, et donc on ne peut évidemment pas commencer les travaux sur la déchetterie de Trinquetaille tant qu'on n'a pas ouvert une déchetterie en zone nord, sinon là on se retrouverait sur Arles avec aucune déchetterie. Je répondrai aussi sur le point de regard. Vous avez évoqué Regard. Regard n'a pas de marché avec l'agglo sur le traitement des déchets dans les quartiers dont vous avez parlé. Vous parliez des quartiers, c'est un marché avec la ville sur la propreté et donc pas avec la communauté d'agglomération. Donc voilà, votre question, je pense, n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et enfin, je conclurai simplement en parlant de la stratégie. Vous l'avez évoqué, Madame la Vice-Présidente.
Et apparemment, l'opposition trouve que la stratégie est la même qu'auparavant. Je remarquerai juste que dans l'Europe de l'an dernier, la politique en faveur des déchets arrivait en sous-partie L, c'est-à-dire dans la 7e sous-partie, alors qu'aujourd'hui, il est clairement affiché que le cadre de vie et toute la politique autour des déchets dans nos différentes communes est le 2e axe fort structurant de la politique. Donc, il me semble que ça fait quand même une grosse différence. Et j'ajouterai le fait qu'il y a désormais un vice-président en charge de la politique déchets, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc je pense déjà qu'ici, il y a clairement un changement de cap et de stratégie sur le cadre de vie, et la propreté et les déchets. Merci. Alors moi, je rajouterai simplement que nous allons travailler sur le tri des déchets, puisque le traitement des déchets est de plus en plus cher. Et en plus, bon, c'est pas optimal. Et donc, nous allons travailler sur le tri, puisque le tri rapporte au lieu de nous coûter. Hein. Et en plus, c'est de l'écologie également. Donc, nous allons travailler, Mandy va travailler surtout, hein, sur le tri des déchets. Monsieur Koukas, merci. Juste pour répondre à Madame Graillon, qui est décidément bien en forme, pour l'expliquer, décidément, à la communauté d'agglo, vous savez, c'est pas un fonctionnement comme à la commune. Vous siégez avec des femmes et des hommes qui n'ont pas forcément les mêmes idées politiques que vous, et c'est une chance. Mais la politique n'est pas au cœur de tout, Monsieur Koukas. Mes propos n'étaient absolument pas politiques, ils étaient pragmatiques. Madame Graillon, vous répondrez, laissez exprimer. Je n'ai pas terminé, Madame Graillon. Calmez-vous un peu et je vous répondrai après. Monsieur Dupian avait souhaité garder la délégation des déchets. C'était un choix politique très fort, encore plus fort, que de le confier à une élue. Donc nous nous étions engagés autour de Claude Dupian à faire en sorte que le président, et c'était un message politique très fort qui était envoyé à la fois aux populations et aux administrés, que cette délégation soit portée par le président. Donc c'est pour vous rappeler cet élément, qui est important, je le crois. Deuxièmement, il n'y a pas forcément une opposition, une majorité ici. Vous siégez avec des élus, Madame Graillon, qui était dans la majorité précédente, et avec qui nous avons des rapports politiques très forts, plus forts que vous. Donc c'est pour vous expliquer que les fonctionnements dans les instances ne sont pas forcément les mêmes. Le conseil municipal, on voit que les clivages sont importants et c'est normal, et puis une communauté d'agglomération qui a été créée par le législateur, par les gouvernements, pour permettre justement à des élus qui n'ont pas forcément les mêmes idées politiques que de siéger. C'est le principe du mot communauté. C'est un des plus beaux mots de la langue française, le mot communauté, madame. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons cette chance-là, et dans le discours qui était le mien, il n'y avait ni propos attentatoires envers quelqu'un, ou envers quelque politique publique, puisque nous y avons siégé les uns et les autres. Nous vous expliquons juste les quelques corrections, annotations qui sont les nôtres, et c'est tout à fait normal de pouvoir les faire. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait, comme à l'accoutumée avec vous, on commence à avoir l'habitude en conseil municipal, d'avoir des discussions stériles, parce que ça n'amène à rien. Et qu'ici, nous sommes pour défendre à la fois l'intérêt de la communauté d'agglomération, et c'est en tout cas tout le sens de notre engagement ici, dans cette communauté d'agglomération, pendant ces prochaines années. Donc je voulais vous le préciser. Merci. Certes, M. Koukas, mais on peut partager votre vision de la communauté tout en reprécisant certains points, dès lors qu'ils nous semblent erronés. Madame Delpraille. Oui, on est bien d'accord qu'ici, je pense qu'on a une gouvernance qui est bien au-delà des positions politiques, et que, notamment sur la politique des déchets, on rencontre tous sur nos différentes communes les mêmes problématiques qui n'ont rien à voir avec une quelconque étiquette politique et qui sont simplement pragmatiques. Et ensemble, je voulais juste montrer que nous portions une nouvelle dynamique sur ce sujet des déchets, sur l'ensemble de nos communes, sur les solutions que nous proposons aux utilisateurs et sur les agents aussi qui ont une forte attente sur l'organisation du travail notamment. Merci. Merci. Nous allons à M. Girard. Une simple petite question qui sort du propos. Approchez-vous du micro, on vous entend. Excusez-moi. Non, je remarque dans le budget une grosse dépense sur la zone d'activité du fer à cheval en nord de Arles, avec 750 000 € de travaux. Et je me posais la question que s'il y avait déjà des projets d'installation d'entreprises qui étaient en cours, et éventuellement de pouvoir nous renseigner là-dessus. Monsieur Jalabert. Oui, alors le montant que vous avez vu au budget sont pour les travaux d'aménagement de la zone qui vont démarrer dans les prochains mois. Et effectivement, il y a sur les lots des entreprises qui s'étaient portées candidates
Pour le moment, la vente n'a pas été conclue parce que, pour la simple et bonne raison que ces entreprises avaient été contactées il y a à peu près 3 ans. Et il y a 3 ans, le service économique de la ville avait, au moment où le projet du fer à cheval est né, avait contacté les entreprises qui avaient sollicité la communauté d'agglomération et en recherche de terrain, d'installation. Et donc le service éco s'est retourné vers ces candidats et quelques-unes ont répondu. Et depuis 3 ans, en tout cas lors de notre arrivée, ces entreprises n'avaient plus eu aucune nouvelle. Donc on leur avait promis un projet, on leur avait promis une installation qui était, alors peut-être pour certaines parties dans les tuyaux, mais il y avait rien dans les tuyaux. Et donc là, ce qui a été décidé, c'est donc les travaux d'aménagement. Et à partir de là, on va faire un état des lieux, on va voir les entreprises qui avaient été sollicitées. Vous savez, à 3 ans sur la vie d'une entreprise, il n'y a pas la même temporalité dans le monde économique que dans le monde politique. Et 3 ans dans la vie d'une entreprise, c'est long, alors que pour la réalisation de projets du politique, on peut peut-être estimer que c'est normal. Donc voir celle qui était candidate et ensuite ce qui en sera de l'état des lieux. Mais pour le moment, vous en savez autant que moi sur l'avancée du projet. Voilà, je pense que vous en savez un peu plus quand même. Merci pour votre réponse en tout cas. On n'a pas entendu, pardon. Non, je dis, je pense qu'il en sait un peu plus que nous sur le type d'entreprise et je le remercie pour sa réponse. Mais quand ça sera vraiment acté, on vous tiendra au courant sans aucun problème. Voilà, donc nous avons débattu sur 3 des rapports qu'il était important de présenter à chacun d'entre vous, à la fois le rapport d'orientation budgétaire, mais aussi le rapport homme-femme sur l'égalité homme-femme qui, me semble-t-il, pour mémoire, et je ne fais injure à personne en disant cela, n'avait jamais été présenté jusqu'à présent, de même que le rapport sur le développement durable. Cela faisait quelques années qu'il n'y avait plus eu de rapport sur le développement durable. Voilà donc 2 petites corrections vis-à-vis de la loi que nous avons réalisées et que je voulais apporter, préciser et apporter à votre connaissance. Nous allons devoir donc nous prononcer sur ce rapport d'orientation budgétaire, sur la tenue de ce rapport. Donc, peut-on considérer que nous l'avons tenu et bien tenu? Bien, parfait. Donc, c'est validé. Je me tourne vers les juges qui nous donnent quitus. Merci à vous et nous passons à la délibération suivante qui est la numéro 7 et je vais redonner la parole à Madame L'Excellent pour porter cette délibération qui porte sur l'attribution de compensation provisoire 2021. En application des dispositions du Code général des impôts, la communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Pour permettre aux communes membres de préparer leur budget, le conseil communautaire doit leur communiquer le montant provisoire des attributions de compensation. Avec la crise sanitaire, l'évaluation des charges transférées pour la prise de compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2020 n'a pas pu être réalisée dans les 9 mois qui ont suivi ce transfert. Dans ces conditions, les montants des attributions de compensation provisoire 2021 pour les communes de l'agglomération sont identiques aux montants définitifs qui ont été votés lors du conseil communautaire de décembre dernier. La CLECT se réunira courant 2021 pour déterminer l'impact financier de ce transfert. Donc je reprends le tableau. Donc pour Arles, 18 736 089 €. Pour Tarascon, 8 715 886 €. Pour Saint-Martin-de-Croix, 4 171 496. Pour les Saintes-Maries-de-la-Mer, 1 200 441. Pour Boulbon, 298 375. Et pour Saint-Pierre-de-Mézoard, 44 709. Et on a une régularisation sur 2019
d'un montant versé en 2020 pour Tarascon de 61 454 et pour Bourbon de 7 078 euros. Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir arrêter les montants des attributions de compensation provisoire pour les communes membres de la communauté d'agglomération au titre de l'année 2021, telle que présentée. Merci beaucoup. Y a-t-il des commentaires, des questions sur ce point? Non, nous passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. C'est donc adopté à l'unanimité. Nous allons passer à la délibération numéro 8. Alors celle-ci vous a été donnée sur table tout à l'heure afin de corriger le tableau qui vous est présenté. La différence est la suivante. Vous avez sur le tableau qui vous a été présenté un premier total de 8 860 201 et en fait il s'agit de porter ce chiffre à 4 millions. Pourquoi? Parce que nous avions oublié d'y ajouter le tableau suivant, c'est-à-dire 18 000, 120 000 et 1800, et il fallait rajouter ces sommes dans cette ligne de total. Voilà, c'est la seule différence, ça ne change pas le résultat définitif. Et je passe la parole à Madame l'excellent. En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération verse à chaque commune membre une dotation de solidarité communautaire. Pour leur permettre de préparer leur budget, le conseil communautaire doit communiquer à chacune d'entre elles le montant de la dotation qui leur sera versée. Pour l'année 2021, il est proposé d'arrêter le montant de la DSC pour un montant identique à 2020 avec les mêmes critères de répartition. Donc le tableau Arles recevra 1 907 984 euros, Boulbon 111 035 euros, Sainte-Marie-de-la-Mer 165 950, Saint-Martin-de-Crau 877 527, Saint-Pierre-de-Mézoargues 82 114 et Tarascon 715 591. Voilà pour ces précisions. Monsieur Gérard, vous souhaitez prendre la parole? Merci, Monsieur le Président. Je me permettrai quelques questions par rapport à cette dotation. Attendez, Monsieur Gérard, oui. Oui, il y a des moyens. Non, mais ça ne change pas le résultat. La modification que nous avons apportée ne change pas le résultat. Monsieur Gérard, je vous en prie. Par rapport à cette dotation de solidarité communautaire, comme son nom l'indique, dont le but est de lisser les inégalités territoriales et qui s'appuie donc sur la solidarité, je n'ai pas trouvé dans la délibération qui nous a été fournie de quoi mesurer l'efficacité de ce dispositif. Je m'en explique. Normalement, elle doit s'appuyer sur les rentrées fiscales totales et en représenter un pourcentage pour qu'on puisse éventuellement avoir un regard sur quel est l'investissement de l'ensemble de la communauté pour lisser ces inégalités. On nous donne le chiffre de 4 millions, mais à aucun moment on nous explique quel représente ce chiffre par rapport aux rentrées fiscales professionnelles de la communauté d'agglomération. Quel est le montant fiscal récupéré par chaque commune pour savoir si ce lissage est effectif. Par rapport aux chiffres de l'an dernier, on avait eu un tableau explicatif et très détaillé sur les critères retenus pour calculer cette DSC. Cette année, ça n'a pas été le cas, donc j'ai dû me replonger dans les tableaux de l'an dernier. Je m'aperçois que l'indice de potentiel financier par habitant, dont la loi exige qu'il doit être au minimum de 36% dans le calcul de la DSC, est chez nous de 36,25%. On n'a pas fait un effort conséquent pour en faire un critère très important. Un petit exemple qui permet d'illustrer un petit peu mes doutes par rapport à l'efficacité de cette dotation, je le rappelle pour lisser les inégalités. On a la ville de Arles qui a 61% de la population avec un revenu par habitant de 12 000 euros, qui ne bénéficie que 47% des aides, et Saint-Martin-de-Crau avec un revenu moyen de 14 592, 15% de la population reçoit 25% des aides. Donc je me pose la question de comment on peut exercer une solidarité lorsque les communes qui ont le moins de difficultés semblent recevoir proportionnellement plus d'aides que les communes comme Arles ou Tarascon dont les revenus sont bien plus bas. Je m'abstiendrai de voter cette délibération, non pas
parce que je pense que le travail est mal fait, mais tout simplement parce que je n'ai pas trouvé dans les documents fournis d'arguments, de développement, de chiffres qui me permettent de mesurer l'efficacité de ce dispositif. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Elle va nous permettre de préciser les critères, justement, qui ont permis d'arriver à ces calculs. Je vais passer la parole au directeur financier. Un micro. Venez. Voilà, vous avez prenez la place. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Donc au niveau des critères, effectivement, les critères ont été modifiés donc, par la loi sur l'exercice 2020. Donc comme vous l'avez rappelé, effectivement, donc, la loi prévoit aujourd'hui 2 critères principaux qui sont donc, le potentiel financier et le revenu par habitant. Lors de l'année dernière, donc, la communauté d'agglomération donc, a pris une délibération qui a repris ces critères et a rajouté les 3 critères qui ont suivi, je dirais, dans le calcul. Alors effectivement, au niveau de l'appréciation, je dirais, sur le thème de la solidarité, aujourd'hui, il y a un équilibre aussi à avoir entre la ventilation qu'on réalise aux communes, parce qu'il ne faut pas oublier que ces montants permettent aussi aux collectivités d'avoir un équilibre budgétaire. Et en cette année, il semblait prématuré de remettre, je dirais, une nouvelle ventilation, de proposer une nouvelle ventilation, sachant que cela doit faire l'objet d'un débat politique, je dirais, approfondi. Et le temps imparti pour proposer une modification dès cette année aurait été, je pense, cela nous aurait même faire de la précipitation. Donc, ceci dit, on est parfaitement, je dirais, en règle par rapport aux critères de la loi. Et après, je dirais, mais je le répète, hein, ce sera sujet, je dirais, à un débat politique sous la conduite du président et de la vice-présidente aux finances pour, effectivement, éventuellement, reventiler ces critères, mais qui auront de facto un impact sur la répartition sur les communes et donc aussi sur le budget des communes. Donc, c'est un enjeu éminemment plus politique que technique, je dirais. Voilà. Merci, Monsieur Girard. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me renseigner, j'en profite de vous avoir sous la main, sur ce montant de 4 millions d'euros, qu'est-ce qu'il représente approximativement par rapport à l'ensemble des rentrées fiscales? Alors, au niveau des recettes fiscales, aujourd'hui, en fait, vous avez 62 millions d'euros de recettes fiscales. Sur ces 62 millions d'euros, vous avez 15 millions d'euros de taxes professionnelles. Donc, la fiscalité qui regroupe la fiscalité entreprise plus l'ancienne fiscalité ménage qui aujourd'hui est remplacée à plus de 95% par une fraction de TVA, représente à peu près 50 millions d'euros. Donc aujourd'hui, entre l'attribution de compensation et la DSC, donc aujourd'hui, vous voyez, vous cumulez les deux, on est sur une somme d'à peu près 38 millions d'euros au total, voilà. Et c'était une observation de la Chambre régionale des comptes par rapport à d'autres EPCI de la même strate. Donc on est sur un taux de reversement qui est un petit peu plus élevé que ce qui se fait sur d'autres territoires. Voilà. Alors, pourquoi ça a été maintenu aussi pour maintenir une solidarité envers les communes qui se trouvent en difficulté sur le territoire. Et l'objectif, c'était de maintenir un petit peu cet équilibre. Monsieur Girard. Oui, non, mais je reste malgré tout sur le résultat et les chiffres et je n'ai pas l'impression que malgré ces explications, cette répartition, alors on n'a pas eu ce débat cette année, l'an dernier on l'a voté en juillet cette dotation parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir ce débat, je pense qu'il serait important de l'avoir à un moment, et au vu des chiffres, je m'aperçois que cette dotation malgré tout semble privilégier les communes qui ne sont pas forcément celles qui ont le plus faible taux de revenu par habitant, et je reste un peu circonspect sur l'efficacité de ce dispositif, mais merci pour vos réponses. Merci pour ces explications, Monsieur le directeur financier. Et nous allons passer au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Monsieur Girard. C'est donc adopté, je vous en remercie. Je vais passer la parole pour le point suivant, s'il s'agit de la délibération numéro 9, à Monsieur Jalabert, concernant des demandes de remise gracieuse de loyer. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.
Alors cette délibération en fait concerne des remises gracieuses de loyers. La CCM n'avait pas pris de délibération pour les locataires qu'elle a, pour les locaux qu'elle possède. Et donc par rapport au confinement de l'année dernière, donc c'est pour les mois de mars, avril et mai 2020, nous avons souhaité faire des exonérations de loyers comme ça s'est fait tout autour dans beaucoup de communes et d'autres communautés d'agglomération, afin d'apporter un soutien à ces entreprises, puisque la plupart de ces locataires sont soit des associations, soit des entreprises. Voilà, donc ces exonérations concernent les locataires, les occupants du village d'entreprise au nord, en zone nord, ceux de la maison des industries culturelles et des éditeurs à côté de la CCM, et ainsi que sont concernés les abattoirs de Tarascon. Le montant de ces remises pour ces 4 mois le montant sera au total de 35 420,37 €. Questions? Commentaires? Non, on passe au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. C'est donc adopté. Vous gardez la parole, M. Jalabert, pour la délibération numéro 10. Oui, la délibération numéro 10 concerne un deuxième fonds de relance économique. Donc un premier fonds avait été mis en place l'année dernière, toujours par rapport à l'épidémie de Covid-19, et à l'issue de ce fonds qui a été clôturé en septembre, il y a eu plusieurs demandes de la part des communes. Alors, sur cette délibération, cela concerne donc 2 communes, Saint-Martin-de-Crau et les Sept-Maries-de-la-Mer. Donc Saint-Martin-de-Crau a souhaité utiliser le reliquat qu'il restait, puisque l'ensemble du fonds n'avait pas été distribué. Il restait un reliquat de 96 500 €, et Saint-Martin a souhaité en faire bénéficier des commerces et des activités qui n'avaient pas été éligibles lors du premier fonds de relance. Donc un avenant a été passé avec la région pour cela. Et les Sept-Maries-de-la-Mer, par contre, souhaitaient aider des activités par rapport à la spécificité de leur tissu économique qui n'avait pas du tout été soutenu. Et donc a demandé la mise en place d'un deuxième fonds. Donc c'est ce que vous propose cette délibération et qui complète un petit peu le dispositif qui avait été mis en place à l'été dernier. Merci. Question? Oui, monsieur Raphaël. Ce n'est pas une question, merci en tout cas de cette délibération, en tout cas pour les commerçants. Je voulais savoir si l'agglomération est en réflexion pour une future proposition, je ne parle pas que d'aide financière, de réflexion, parce que je pense que le Covid, malheureusement, va durer et que l'état de nos commerçants et certaines entreprises peuvent être un petit peu mises en danger. Et est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une réflexion dès maintenant, plutôt que d'attendre malheureusement que les entreprises ou les commerçants se retrouvent en liquidation judiciaire ou en faillite? J'ai vu que d'autres comités d'agglo ont pris des initiatives, je le pose, notamment dans le nord de la France, à Douves exactement, un comité d'agglo, où le président et la comité d'agglo ont pris des initiatives assez fortes. Voilà, je voudrais savoir s'il y a une réflexion là-dessus, d'anticiper peut-être, même si ce n'est pas toujours les compétences de la communauté, il y a d'autres acteurs, s'il y avait une réflexion, et si cette réflexion pouvait être partagée, bien entendu, avec les personnes concernées, commerçants et entreprises, mais aussi par l'ensemble des conseillers communautaires. Merci. Monsieur Jalabert. Oui, alors oui, il y a une réflexion, on est en train de voir. Après, c'est en prenant en compte l'ensemble de toutes les contraintes que l'on a, et notamment les contraintes budgétaires, parce que à un moment donné se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut continuer à aider? Alors, par rapport au mois précédent et à l'année 2020, les aides, il est à noter que les aides mises en place par l'État, par contre, fonctionnent très bien. Et beaucoup de commerçants arrivent en tout cas à avoir une petite bouffée d'oxygène, et ils sont beaucoup moins pris à la gorge que ce qu'il était à l'automne dernier. Après, on est en train de voir comment on va. Alors, il y a toujours, on ne sait pas exactement, puisqu'on est toujours un petit peu dans le flou, on ne sait pas
ce que nous réserve l'avenir, à quel moment, l'expression que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est la vie va reprendre, et la vie va reprendre, mais réellement, et à quel moment on pourra ressortir, à quel moment nos bars, nos restaurants, les terrasses pourront se redéployer, les concerts pourront se faire, tout ce qui représente, parce que tout ce qui représente la vie et qui manque énormément sur ces derniers mois. Donc, on réfléchit, voir ce qu'on pourrait faire. Est-ce que c'est qu'un apport, en soutien et en réabondant un fonds? Personnellement, je n'en suis pas convaincu à 100%. Donc on en discute, mais par contre j'échangerai avec vous bien volontiers là-dessus, parce que là aussi, le seul objectif, c'est de soutenir notre tissu économique. Et il n'y a pas d'idéologie particulière, et on est tous embarqués dans le même bateau. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous en remercie. Monsieur Jalabert, vous gardez la parole pour la 11. Oui, alors la délibération numéro 11 est l'attribution d'une subvention à l'association A4, qui est l'association des commerçants et artisans de Tarascon. Alors en fait, cette subvention est, vous savez tous qu'il y a quelques mois maintenant, en tout cas début décembre, fin novembre, début décembre, on a lancé une application Shopinable, initialement réservée aux commerçants arlésiens. Donc, vu le contexte et la manière particulière dont se sont déroulées les fêtes, et en tout cas l'activité économique et commerçante avant les fêtes, cette application a été ouverte à d'autres villes du territoire qui ont pu faire figurer et référencer leurs commerçants pour permettre des opérations de click and collect et de promotion et de visibilité de leurs produits. Il était prévu que Tarascon se dote de sa propre application, et en fait la subvention que nous allons voter aujourd'hui est la réalisation de cette application-là pour Tarascon. Donc elle est d'un montant de 25 300 €, et il est à noter par contre que la Banque des Territoires, nous versons une subvention de 25 300 € à l'association des commerçants, et la Banque des Territoires, qui participe au financement et à la promotion de tels outils, va verser à CCM 20 000 €. Questions? Commentaires? Non. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. C'est donc adopté. La 12 concerne le festival Octobre numérique. Monsieur Jalabert, vous avez la parole. Oui, alors cette délibération concerne le festival Octobre numérique, qui est un festival et un label maintenant qui a été créé en 2010 par la ville d'Arles, à l'époque avec le soutien du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et dans l'objectif de promouvoir les acteurs et les nouvelles pratiques numériques dans les domaines de la création, de l'innovation et de l'économie. Donc l'édition, ce festival s'est développé depuis ces années, et l'édition de cette année a été un petit peu perturbée, mais toujours pour les mêmes raisons. On a dû annuler certaines manifestations qui vont être reportées, qui devraient se dérouler en 2021. Et pour l'édition de l'année prochaine, nous avons souhaité relancer un appel à projet avec une réorientation, parce que le Octobre numérique, dans la façon dont il était développé, en tout cas à l'heure actuelle, à mon sens, c'était plus un festival culturel que réellement économique et tourné vers les acteurs. Donc dans l'appel à projet, on demande, et on avait déjà parlé avec FASB, qui était le porteur de projet pour cette année, d'avoir ça à l'esprit et cette orientation, avec vraiment en essayant de regrouper et de mettre en valeur un petit peu plus les acteurs du numérique pour promouvoir et essayer d'aller sur le côté, sur le plan économique au maximum. Voilà. Donc là, c'est simplement, on relance cet appel à projet pour 2021 et avec ces recommandations. Commentaire, M. Foucasse. Oui, merci M. Jalabert, Monsieur le Président. Vous l'aviez dit, c'est un label qui a été créé en 2010, qui avait l'objectif très clair, précis, de fédérer, j'allais dire, tous les talents autour de la création, de l'innovation
et de l'économie numérique. Et ce festival a drainé pendant plusieurs années de très nombreux acteurs culturels, et notamment d'ailleurs dans le domaine économique. Et il mettait aussi, et je crois que c'était important de le dire, un coup de projecteur très fort, très innovant sur le patrimoine. C'était un élément, en tout cas, qui avait été partagé par tous vos prédécesseurs. C'est pour ça que je voudrais que vous alliez plus loin, parce que quand vous dites sur le lien que vous voulez mener avec les entreprises, je ne cerne pas tout le contenu de cette évolution. Et la perspective que vous voulez y donner, à mes yeux, aujourd'hui, est encore assez floue. Parce que je trouve que ce festival faisait déjà ce travail-là, y compris d'ailleurs avec les entreprises. À moins de transformer complètement le contenu même de l'objectif de cet événement, et je comprendrai, mais vu le nombre d'acteurs, de structures et d'entreprises qui gravitaient déjà autour, je crois qu'on s'était retrouvés au forum, ou plutôt au terme de Constantin, où on avait des artistes et des acteurs économiques qui étaient présents. Bon, voilà, ce travail se faisait là. Donc j'ai besoin de plus de précision quant à cette évolution qui, à mes yeux, est assez difficile. Non, oui, mais je pense, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, Octobre Numérique est plus un festival que je qualifierais de culturel et de mise en valeur du patrimoine que réellement un festival qui va mettre en avant des acteurs économiques avec des retombées économiques sur le territoire. Donc, si vous voulez, c'est de repositionner ce curseur. On peut avoir des événements qui sont artistiques, qui sont culturels, qui sont conceptuels, mais on souhaite dans l'avenir qu'on ait vraiment, ne serait-ce alors l'Innov Labonne, j'ai plus le mot en tête, ne s'est pas tenu cet été, il a dû être annulé en raison des contraintes sanitaires et de la jauge qu'on pouvait accueillir, mais l'objectif est vraiment que ce soit des échanges avec des professionnels. Après, il y a toujours l'attrait pour le grand public qui est sur le côté culturel, mais on veut repositionner là pour que ce soit vraiment des échanges, de la mise en valeur d'entreprises locales du numérique ou du territoire, et éventuellement avec plus d'échanges sur de la formation, avec des jeunes étudiants, pour réorienter sur cet axe-là. J'ai répondu à votre question? Non. Bien, nous allons passer, Monsieur Raphaël. Non, c'est juste, donc l'appel à projet va partir assez rapidement. Il y a une date de clôture de l'appel à projet. Je ne l'ai pas dans la délibération. Je crois que l'appel à projet va être lancé à partir de début mars, mais je vous communiquerai la date de clôture. Non, mais c'est pour faire un peu de la publicité. Non, mais oui. Essayer, parce que par rapport à l'évolution que vous voulez donner à Octobre Numérique, on est d'accord, parce que c'est une filière importante. Elle est certes patrimoniale, culturelle, mais elle est aussi économique. Voilà, ça vaut le coup d'élargir un petit peu, en termes de publicité, qu'on ait plusieurs propositions. Je l'ai dans l'appel à projet. Donc il va être lancé là, et la date limite de candidature, par contre, effectivement, est le 26 mars 2021. Merci pour ces précisions. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. C'est donc adopté. Merci beaucoup. Nous passons la parole maintenant à Marie-Amélie Ferrand-Gossien concernant la délibération numéro 13. Elle porte sur l'acquisition d'un portique de lavage. L'objet de la présente délibération est l'attribution du marché subséquent et à bon de commande en vue de l'acquisition d'une nouvelle station de lavage des véhicules en via. Cette acquisition était nécessaire compte tenu des nombreux dysfonctionnements de l'actuel. Par ailleurs, cette nouvelle station permettra de nettoyer l'ensemble du parc de bus, de minibus et d'autocars, quelle que soit leur énergie, thermique, électrique ou GNV. Le lavage sera également plus qualitatif. Le montant de cette acquisition s'élève à 55 000 €, incluant les coûts d'adhésion à la CATP d'un montant de 2 500 €. Rappelons que la centrale d'achat des transports publics permet une procédure simplifiée, des fournisseurs de qualité et des prix attractifs. Merci. Question? Non. Qui est contre?
Personne. Qui s'abstient? Personne. C'est adopté. Je vais passer la parole à Roland Portela pour porter la délibération numéro 14. Il s'agit de la convention Action Cœur de Ville de Tarascon qui, comme vous le savez, est portée par la CCM. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous et à tous. Donc, la communauté d'agglomération Arles-Fro-Camargue-Montagnettes est signataire des conventions cadres Action Cœur de Ville d'Arles et de Tarascon. Pour Tarascon, la CCM est en charge de l'ingénierie pour l'objectif de mutualiser avec le programme NPNRU sur le même périmètre quartier prioritaire de la politique de la ville. ACCM a par ailleurs sollicité l'État en février 2020 pour l'approbation des 2 périmètres distincts d'opérations de revitalisation du territoire. Sur Arles et Tarascon, réponse positive apportée en juillet 2020. La convention cadre Action Cœur de Ville de Tarascon a été signée le 1er octobre 2018. Conformément aux directives nationales, elle prévoyait une phase d'initialisation. Cette phase d'initialisation a pour objectif de définir, d'ajuster et de compléter le projet de développement et revitalisation du cœur de ville. Elle fixe un plan d'action pluriannuel et cible des acteurs concernés par la mise en œuvre opérationnelle et financière des actions matures. La fin de la phase d'initialisation se concrétise par la signature d'un avenant de projet à la convention cadre pluriannuelle ACV et l'entrée dans la phase de déploiement. Dans ce cadre, la phase d'initialisation ainsi réalisée a permis d'aboutir à la formulation d'un avenant numéro 1 de déploiement à la convention cadre ACV Tarascon, validée en comité d'engagement régional le 17 décembre 2020 et comportant le plan pluriannuel d'action et la maquette financière prévisionnelle du programme ACV Tarascon. Donc, vous retrouvez en fin de délibération l'ensemble des 25 actions matures et des 3 actions de réflexion qui ont été retenues pour la ville de Tarascon. Donc, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir approuver le principe de l'avenant 1 de déploiement de la convention Action Cœur de Ville de Tarascon, de prendre acte du plan pluriannuel d'action de la maquette financière prévisionnelle et d'autoriser le président ou son représentant à signer l'avenant 1 ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Question? Oui, Monsieur Girard. Merci beaucoup. Non, très rapidement, moi, je me félicite d'un tel dispositif soit mis en place voilà, on peut que valider ce qui est fait pour redynamiser nos cœurs de ville. Juste, j'en profite parce que les documents annexes à cette délibération faisaient 100 pages. Je vous avoue que se faire le document d'orientation budgétaire, le développement durable et le projet sur Tarascon, en quelques jours, c'était très long. Et quand il y a peut-être des gros dossiers comme ça, si y a moyen de nous les faire passer avant, on pourrait vraiment arriver, reposer et voter vraiment en pleine connaissance des dossiers. Et j'en profite pour souligner le propos que j'ai eu en début de conseil communautaire sur le modèle économique choisi en fait. Sur un territoire, on ne peut pas à un moment faire des choix, on va dire de la grande distribution, de ces grandes entreprises qui créent une distorsion de concurrence telle, et en même temps vouloir investir des moyens, de l'argent à dynamiser des cœurs de ville. Il faut avoir un état d'esprit commun, le garder, et peut-être quelquefois arrêter de faire des efforts qui s'auto-annulent, etc., etc. Et en tout cas, tout ce qui est dispositif pour faire vivre le petit commerce, le commerce de proximité et les cœurs de ville, est pour moi en tout cas beaucoup plus intéressant que le gaspillage d'espace pour les grands groupes industriels qui pratiquent bien souvent la distorsion de concurrence. Merci beaucoup. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. C'est donc adopté. Et, cher Roland, vous gardez la parole pour porter la délibération numéro 15. Merci. Donc, il s'agit d'approuver l'attribution du marché public pour l'extension d'un réseau Internet des objets LoRa et pour les applications du réseau Internet des objets. Donc, pour vous donner un petit peu quelques exemples d'applications possibles, aujourd'hui, cet investissement va viser à créer un outil qui va permettre de pouvoir faire parler les objets entre eux. Pour vous donner des applications assez simples, on va pouvoir surveiller par exemple les crues du Rhône pour se protéger. On va pouvoir surveiller le niveau de remplissage de la collecte des containers de verre pour pouvoir organiser des ramasses. On va pouvoir gérer l'éclairage public de nos zones économiques. Enfin, je pourrais vous en citer plusieurs. Et cet investissement aujourd'hui est opportun parce qu'il va s'appuyer sur un réseau d'initiatives publiques que nous avons déjà développé depuis 2016, donc avec tout le déploiement de la fibre. Et donc il vient en complément pour pouvoir apporter demain de vrais leviers d'économie et d'écologie. Merci. Je précise.
Donc que pour ces lots qui étaient décomposés donc en 2 lots, nous avons reçu 10 offres, 6 offres pour le lot numéro 1 et 10 offres dont 6 déclarées étaient recevables pour le lot 2, et que je vous propose donc, après avoir fait le choix, d'approuver l'attribution du lot numéro 1 relatif à l'extension d'un réseau Internet des objets LoRa à la société Hyperion, sans montant minimum ni maximum annuel, d'approuver l'attribution sur le lot numéro 2 relatif aux applications du réseau Internet des objets aux 3 entreprises suivantes, Sogetrel, Hyperion et ITM Sol, sans montant minimum ni maximum annuel. Merci pour ces précisions. Y a-t-il des questions, des commentaires que vous souhaitez avoir? Non. On passe au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. C'est donc adopté. Et le micro va passer pour Christophe Loffray qui va nous présenter la délibération numéro 16. Il s'agit d'un partenariat avec Pôle emploi. Christophe. Oui, ok. La communauté d'agglomération ACCM porte et met en œuvre le plan local pour l'insertion et l'emploi, le PLI, dont l'objet est d'améliorer l'accès à l'emploi et ou la qualification des femmes et des hommes confrontés à une exclusion du marché du travail à travers la construction et la mise en œuvre de parcours individualisés. Pôle emploi est un des principaux partenaires du PLI. Il oriente les demandeurs d'emploi en difficulté d'insertion professionnelle vers le PLI afin de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement renforcé individualisé. Il participe au suivi et à la mise en œuvre des parcours des personnes accompagnées. Il mobilise les aides, prestations et formations nécessaires à ces parcours. Le PLI propose un accompagnement adapté pour les publics inscrits au Pôle emploi, pour lesquels l'accès ou le retour à l'emploi va de pair avec la résolution de difficultés d'accès à l'emploi et ou de certains freins à l'emploi. Une collaboration est donc engagée depuis plusieurs années entre l'agence Pôle emploi d'Arles et ACCM dans le cadre du PLI. Une convention de coopération locale a été signée en 2018 afin de formaliser ce partenariat. Celle-ci étant arrivée à échéance, une nouvelle convention est proposée. Elle définit de manière concrète les interventions de chacun et les modalités de coopération. Elle s'inscrit dans une logique d'amélioration continue et de renforcement du partenariat entre Pôle emploi et le PLI afin de favoriser l'accès à l'emploi des publics accompagnés par le PLI. La convention de coopération locale est par ailleurs une déclinaison de la convention régionale signée en juin 2020 entre l'Union régionale des PLI de PACA et Pôle emploi PACA. Voilà, je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir approuver la signature de la convention de partenariat avec Pôle emploi dans le cadre du plan local de l'insertion et de l'emploi, de la convention d'application portant mise à disposition d'Opus et de la convention d'échange de données à caractère personnel. Autoriser le président ou son représentant à signer au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération ACCM les conventions ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci, cher Christophe. Y a-t-il des commentaires? Non, nous passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. C'est donc adopté. La délibération numéro 17 qui concerne l'acquisition d'un local dans le centre commercial du quartier de Pariol à Arles sera portée par M. Éric Souk. Merci, Monsieur le Président. 2 des 4 quartiers prioritaires politiques de la ville d'ACCM sont inscrits dans la liste des sites éligibles au nouveau programme national de renouvellement urbain au titre des opérations régionales. Il s'agit de Bariol à Arles et du centre historique Ferrage à Tarascon. Le renouvellement urbain s'intègre pleinement dans les orientations du contrat de ville d'ACCM, en particulier celles concernant la requalification de l'habitat, du cadre de vie, des activités économiques et des équipements. Dans ce cadre, en amont de la contractualisation attendue sur le quartier de Bariol, il est proposé l'acquisition d'une partie immobilière du centre commercial afin de permettre le maintien de l'offre de santé pour le quartier. En effet, la CCM et la ville d'Arles ont été sollicités par les professionnels de santé du quartier de Bariol en septembre 2019 pour une aide au maintien de l'activité dans les locaux actuels au sein du centre commercial. L'acquisition par la CCM est une solution pertinente pour maintenir cette activité dans le quartier. Cette acquisition s'inscrit également dans un projet plus global de renouvellement urbain et de restructuration du centre commercial consistant en une réduction
des surfaces et une réorganisation des espaces commerciaux et de services. Considérant la nécessité d'acquérir le local en vue de maintenir cette activité dans le quartier de Bariol, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir approuver l'acquisition du local situé dans le centre commercial du quartier de Bariol à Arles pour un montant de 200 000 €. J'insiste sur la nécessité vitale pour ce quartier prioritaire de maintenir cette activité médicale en considérant la fréquentation très importante du centre médical avec des taux supérieurs de 100 consultations par jour, sans compter l'activité des infirmières, du dentiste, également de la pharmacie qui dépend fortement de ce centre médical, mais également de considérer l'action sociale menée par ces professionnels de la santé dans ce quartier qui en a particulièrement besoin et qui a été trop longtemps délaissé. Merci. Y a-t-il des commentaires? Monsieur Girard, Monsieur Raffaille. Juste une petite question, je souscris tout à fait à votre analyse et à la nécessité de maintenir effectivement tout ce cortège médical dans le quartier de Bariol. Je me pose la question, quand on acquiert des locaux, en fait, en termes d'efficacité du dispositif, ça peut être tout intéressant en fait de les acquérir, mais ça peut être aussi détacher, on va dire, la pharmacie du fonds du commerce et peut-être à terme être contre-productif. Et vous parlez de contractualisation avec des professionnels de santé. Comment vous garantissez au travers de cet achat la pérennité finalement de leur présence? Il est vrai que ce centre médical est menacé puisque nous avons aussi le départ annoncé d'un médecin, d'un praticien. Mais la question qu'il faut surtout se poser, c'est de créer une attractivité pour de nouveaux médecins. Et là, nous sommes sur la piste, effectivement, de au moins une personne qui risque donc de prendre la succession et d'apporter un sang nouveau, si je puis dire, dans ce cabinet médical. Mais pour cela, il faut des conditions financières et une attractivité très importante pour faire venir ces professionnels de santé dans ces quartiers. Ce qui est très important dans votre, pardon d'intervenir dans le débat, ce que dit M. Girard est quand même pertinent parce que l'urgence, en fait, c'est pas tant de savoir si on va faire venir d'autres médecins sur ce lieu-là. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que ceux qui sont là ne partent pas. Parce qu'ils étaient à 2 doigts de partir dans quelques mois, sinon quelques semaines. Et donc, le fait de pouvoir les soulager du poids du bâti et du loyer leur permet en tout cas de continuer, et nous avons leur engagement, de continuer leur activité. Après, se pose le problème de comment faire venir d'autres médecins et d'autres professionnels de la santé sur notre territoire, parce que le problème est là. Il est à la fois de retenir ceux qui risquent de partir, soit à la retraite, ou soit parce qu'ils n'en peuvent plus, selon la situation du quartier, mais aussi d'en faire venir d'autres parce que nous allons vers un désert médical qui n'est pas propre à notre territoire, mais qui est propre à beaucoup de régions françaises. Donc, tout ce que nous pourrons faire, tout ce que nous pourrons faire pour garder les médecins et les professionnels de santé sur notre territoire et pour en faire venir d'autres, aura notre priorité. Quel qu'en soit le coût, je dirais, parce que c'est un service que nous devons rendre à notre population qui est, vous le savez, de plus en plus âgée et qui a besoin de ce service de proximité. Voilà. C'est une des réflexions que je mène d'ailleurs au sein de la cité arlésienne. Il y a des endroits qui pourront peut-être demain devenir des lieux médicaux, des lieux d'accueil médicaux que nous créerons justement pour de jeunes médecins. J'ai encore rencontré un médecin récemment, qui est un médecin à Marseille, qui a fait quelques vacations à Arles, qui est tombé amoureux de la vie. J'ai dit, mais installez-vous, installez votre cabinet. Et il me dit, ah non, je ne veux pas m'installer seul. J'ai dit, mais vous savez que nous allons peut-être réfléchir à l'ouverture de maisons médicales, de maisons où nous accueillerons à la fois des généralistes, des infirmières, des kinés, etc. Et donc c'est dit, ça m'intéresse. Donc voilà, notre réflexion, elle porte à la fois sur l'urgence de garder ce personnel médical sur notre territoire, parce qu'on en a besoin, et en même temps d'en faire venir d'autres, parce que nous en aurons de plus en plus besoin. Monsieur Raffaille.
Oui, merci. Moi, je souscris complètement à la délibération de M. Souk. Je voulais juste rappeler que nous avions été alertés